Voilà, monsieur, bon après-midi. Merci d'être à nouveau nombreux à regarder ce programme. Face à l'actu, tous les dimanches, vous le savez. Ce dimanche, nous ferons un grand format sur la ville de Douala, la capitale économique, ville principale de l'Afrique centrale, avec l'idylle. Le docteur Roger Mbassandine, le maire de la ville, nous aborderons les différents aspects de l'urbanisme à la mobilité urbaine et bien d'autres. Mais vous le savez également, face à l'actu, c'est la rétrospective des éléments forts de l'actualité, tels qu'observés par la rédaction de STV. L'invité de ce dimanche est économiste, planificateur plus précisément, ancien secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, ancien sénateur et je l'ai dit désormais, maire de la ville. Docteur Roger Mbassandine, bon après-midi. Bon après-midi, monsieur le député Atongo. Merci infiniment de nous accorder cette sortie pour évidemment aborder les questions qui préoccupent votre ville, vos habitants, vos populations et certainement le Cameroun, du moins la ville de Douala, étant un point central, préoccupe également les Camerounais et l'Afrique centrale. Cela dit, de prime abord, si on vous demandait de jeter un regard sur la ville de Douala, simplement, qu'en diriez-vous? C'est une question difficile parce que la ville de Douala a de très nombreuses facettes. Mais je dirais que c'est une ville dynamique. C'est une ville d'affaires. C'est une ville de culture aussi. Et c'est une ville qui se veut de plus en plus une ville où on réfléchit aux grandes problématiques du monde à travers notamment la présence de nombreuses institutions universitaires et scolaires. C'est donc une ville qui bouge. Voilà ce que je pourrais dire. Et en termes d'état des lieux, sur les différentes activités que l'on rencontre dans une ville comme celle-ci, vous ferez peut-être le même exercice. Oui, sur le plan des activités, la ville est en train de redémarrer, l'activité économique est en train de redémarrer après la période de Covid. Nous sommes un peu heurtés de fouet par la crise, les répercussions de la crise de la guerre en Ukraine. D'accord. Qui peut avoir des répercussions, qu'on commence déjà à ressentir quelques effets. Mais du point de vue de l'activité économique, je crois que ça repart. J'ai visité cette année, il y a quelques jours d'ailleurs, l'usine de Dangote. Je crois qu'ils ont des projets qui montrent bien qu'ils ne voient pas l'avenir en noir. Donc je crois que je suis plutôt confiant. Je dirais également que dans beaucoup d'autres domaines, c'est la même chose. Le point noir qui est réellement celui de la ville, c'est le désordre urbain. Et lié un peu à ça, la mobilité urbaine qui a de la peine à arriver au niveau où nous souhaiterions. Je dois vous dire que Douala est une ville dans laquelle il y a un déséquilibre structurel entre les arrondissements. Vous avez un cœur de la ville qui est Douala 1er et Douala 2e. Et vous avez tous les matins à peu près 500 000 personnes qui vont de Douala 3e, 5e et 4e vers le cœur de la ville, à Kouabonanjo. Et tous les soirs, 500 000 personnes qui vont dans l'autre sens. Vous voyez bien, le sens d'embouteillage d'ailleurs vous l'indique tous les matins. Et vous voyez que ça crée des problèmes énormes, et des embouteillages, des pertes de temps, etc. Voilà un peu la ville telle que moi je la décrirais aujourd'hui. Et dès lors, pour vous, quels sont les actes d'intervention prioritaires quand vous réveillez le matin, que ce soit la mobilité, que ce soit le désordre urbain, que ce soit l'urbanisme, vous vous dites, s'il y a une première chose à faire dans votre bureau, ce serait laquelle? Mais la première chose à faire, c'est déjà de voir, malheureusement, Douala est aussi une ville d'eau. Absolument. Une ville où, quand il y a des pluies, vous avez rapidement des inondations qui sont elles-mêmes en partie la conséquence du désordre, parce que les gens versent des ordures un peu partout. Donc l'une des premières choses que je vous fais le matin, c'est déjà de regarder s'il a plu. D'accord. S'il a plu, je me dis, mon Dieu, on va encore avoir des inondations. Ah, d'accord. Ici et là. Et puis, la deuxième chose, ce qui reste constant, c'est comment on régule la circulation, comment on régule la mobilité dans la ville. Et le soir, je fais le point pour savoir si le système d'éclairage public fonctionne. Heureusement, aujourd'hui, nous sommes à près de 85% qui fonctionnent. Nous avons 75 000 points lumineux à Douala.
Et sur les 75 000, vous avez tous les jours à peu près 80-85% qui fonctionnent. L'objectif est d'aller à 100%, mais nous ne sommes pas encore. Alors je vous invite, hein, monsieur le maire, avec votre permission, d'essayer donc d'y aller palier par palier, voir ce que la ville a comme défi, comment vous abordez la question et certainement les perspectives dans l'urbanisme, la mobilité urbaine, le désordre urbain, l'éclairage public, on l'a dit, la police municipale et bien d'autres. Mais avant, plantons le décor avec ce reportage. Nos confrères de la rédaction centrale étaient au niveau des services administratifs cette semaine pour justement rencontrer l'autorité municipale, mais aussi l'autorité de la préfecture, le préfet du Yuvuri, qui ont rencontré les transporteurs pour évoquer diverses questions à ce propos. Reportage. In a bid to reduce the rate of accidents and other uncivic behavior observed on the highway, the Littoral City Mayor Roger Bassandine, along with the SDO for Vuri, Benjamin Butu, had a working session with the transporters plying the Douala City Highway. Our exchanges today will be based on the four main articulations plaguing the sector. They include the establishment of a ground for these transporters to circulate freely in town, identify some of the difficulties faced by the actors of this sector of activity, elaborate a precise plan of circulation of these heavy-duty trucks, and put in place a definite parking spot for these transporters in the city of Douala. Quatrièmement, mettre en place une politique de stationnement des poids lourds dans la ville. During this working session, the administrators of the region exchanged with the transporters on the various difficulties and problems faced by the latter in the sector of activity. They equally brainstormed on plausible solutions on how to address these issues. After our exchanges here, we will debate on the different issues and come out with resolutions which will be implemented moving forward. This meeting that brought together different leaders of the Transporter Union took place on Wednesday, April 20, 2022. Roger Bassandine, quelle est la problématique à Douala, s'agissant, on va le dire de façon triviale, du transport, du déplacement des personnes et des biens, ce que sur le plan technique vous appelez la mobilité urbaine? Alors, je vais quand même distinguer le transport des personnes du transport des marchandises, du transport des biens. La réunion qui est évoquée dans votre reportage concernait les transporteurs de biens, notamment ceux qui ont des camions, des semi-remorques, etc. Ils sont très nombreux à Douala, sur la voie de soie, parce que Douala est une ville portuaire. Beaucoup vont au port pour prendre des marchandises, dont une partie est destinée à Douala, une partie va vers le reste du pays, et une partie va d'ailleurs vers le pays voisin. Donc il y a un échange très important, un trafic très important de camions. Quel est le problème? C'est que ces camions sont impliqués dans près de 5000 accidents par an sur la route, notamment sur les pénétrantes est et ouest, mais aussi ailleurs. Et sur ces accidents qu'on a eu à Douala, effectivement, c'est 90%, 95% les camions. Et vous avez à peu près 250 personnes qui décèdent dessus de ces accidents. Ça, si vous comptez 250 personnes, ça fait combien par semaine? Vous voyez bien ce que ça fait. Ça fait beaucoup. Il y a 2 à 3 personnes par semaine qui meurent des accidents de la circulation à Douala. Et donc, au-delà des dommages corporels, il y a le fait que le mobilier urbain est très abîmé. Les camions renversent allègrement le mobilier urbain, que ce soit les poteaux électriques, que ce soit les gambardes comme au bord de la route, que ce soit tout ce qu'on peut mettre, est détérioré par les accidents. Or, ça nous oblige à revenir 10 fois au même endroit, alors qu'il y a d'autres quartiers de la ville qui ont aussi besoin de l'action de la ville.
Donc la réunion que nous avons tenue avait pour but de sensibiliser les camionneurs et les sociétés, les emplois, sur cela et comment trouver une solution. Donc, et il y a aussi le problème même de stationnement de ces camions. Beaucoup stationnent là où ils ne devraient pas stationner et créent souvent d'ailleurs des accidents parce qu'ils sont mal stationnés. D'accord. Ça, c'est le problème des transporteurs de marchandises, des biens de marchandises. Pour ce qui concerne les autres... Si vous permettez, oui. Justement pour le transport des marchandises, une fois que vous avez fait ce constat, quelles sont les solutions que vous envisagez? Est-ce que vous avez le sentiment que ceux-là que vous avez invités à cette rencontre adhèrent à ce projet? On les a invités à réfléchir ensemble. D'accord. Ils ont fait des propositions. Parmi ces propositions, il y a celle qui consisterait à créer une zone logistique hors de Douala. Par exemple, pour ceux qui viennent des DA, ou autres, on crée une zone logistique entre EDA et Douala, c'est-à-dire dans la commune de Dibamba ou autre, pour que les camions stationnent là-bas et n'entrent à Douala que quand ils sont appelés au port. C'est une solution. Ils sont tout à fait intéressés à cela, mais il y a encore des modalités pratiques à faire. Mais la vraie solution aussi, c'est, en réalité, d'accroître les infrastructures. Il y a certains de ces camions qui traversent Douala pour aller, par exemple, à l'ouest ou dans le sud-ouest. Mais ils sont obligés de traverser toute la ville. Est-ce qu'on peut créer une voie de contournement pour qu'ils n'aient pas à traverser la ville? D'accord. Voilà, c'est un peu ces questions qu'on doit se poser. Et nous avons évoqué, ils ont fait des propositions. Les camionneurs ont fait des propositions. C'est une première réunion. Nous allons nous réunir de nouveau pour trouver une solution. Parce que quel est le constat? L'arrêté préfectoral qui interdisait la circulation de camions à certaines heures n'a pas pu être appliqué. Les camionneurs et certaines sociétés au port ont protesté en disant c'est pas possible, on ne peut pas interdire aux camions de circuler dans la journée, sinon ça crée des goulets d'étranglement. Et les autres aspects sur le transport, justement? Les autres aspects, ça concerne le transport des passagers. Ici, le problème qu'on a, c'est véritablement l'insuffisance du transport public de masse. Nous avons 70 à 80 000 mototaxis. C'est énorme dans la ville. Et beaucoup de ces mototaximens n'ont pas de permis. Ils n'ont pas... ils ne savent pas lire les panneaux de signalisation. Ils ne savent pas que quand il y a le feu rouge, il faut s'arrêter. Ils ne savent pas que quand il y a des bandes blanches qui indiquent un passage clouté, il faut faire attention parce qu'il y a peut-être des enfants qui passent, et ainsi de suite. Donc on a un problème avec cela, et c'est pour ça que nous avons tout un programme de professionnalisation du secteur des mototaxis. Justement, on a pu voir ces dernières semaines que vous essayez de les structurer, de les organiser avec des chasubles, par exemple. Est-ce que cette expérience fonctionne? Est-ce qu'ils y adhèrent? Ils y adhèrent, mais pas encore suffisamment, parce que les chasubles, on en a aujourd'hui on en a moins de 10 000. D'accord. Bien que nous ayons pu faire en sorte que pratiquement 20 000 mototaxis aient aujourd'hui le permis de conduire. Quand nous arrivions aux affaires, en 2020, il y avait 1500 personnes qui avaient le permis de conduire. L'effort de la ville a consisté en 2 ans à faire que nous passions à 20 000. Vous voyez bien que 20 000 sur 70, 80 000 mototaxis, c'est encore peu. D'accord. Mais c'est un effort qui est fait. Et donc, l'idée est d'arriver à avoir au moins à distribuer 10 000 chasubles. Et quand on aura atteint ce niveau-là, il y a des quartiers qui seront interdits de circulation à tous ceux qui n'auront pas de chasuble conforme. Oui, agréé par la ville. Pourquoi? Parce que ce chasuble porte le nom du conducteur est au dos. Et d'autres données permettent de bien situer ce conducteur. C'est un élément de sécurité. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de vols, beaucoup d'agressions qui se font sur moto. Et donc, c'est ce que nous voulons faire. D'abord, avoir des gens qui ont leur papier, qui savent conduire, donc qui ont le permis de conduire, et qui adhèrent à un programme de sécurisation pour les passagers et pour eux-mêmes, parce que beaucoup de mototaximens sont aussi victimes de vols de leur moto. Ils prennent des passagers qui ensuite les agressent. Et vice-versa,
beaucoup de passagers, encore plus de passagers, sont victimes de mototaximens qui n'ont aucun papier et qui circulent de manière tout à fait légale. Donc la solution pour l'instant, à long ou à moyen terme, c'est la structuration des mototaximans et non d'autres solutions alternatives. La solution, je dirais, à court terme et à moyen terme, c'est la structuration. D'accord. Maintenant, à moyen terme, je dirais à long terme, il faut développer le transport public de masse. C'est le bus rapide transit, c'est le tramway, etc. C'est de cette manière-là que nous allons structurer la mobilité urbaine. Les mototaxis ne sont pas un moyen de transport, je dirais, efficace. D'abord, ça consomme beaucoup de carburant, ça fait beaucoup de pollution, ça fait beaucoup d'accidents. Et donc, pour la mobilité urbaine, il faut avoir un nombre limité de mototaxis. Je crois que nous ne voulons pas tordre le cou à la profession, mais nous disons 80 000, 100 000, c'est trop pour une ville comme Douala. D'accord. Et vous n'en avez pas autant dans une ville encore plus grande comme Abidjan, vous ne verrez pas autant de mototaxis. Il y a quelques semaines, quelques mois, vous parliez justement des bus, vous avez dit rapides. Rapide. Le projet, il est avancé, il est... Le projet avance. Il y a une équipe qui se rend cette semaine à Yaoundé, au ministère de l'économie, pour négocier avec la Banque mondiale la finalisation du projet. D'accord. Et une fois que c'est fait, nous espérons que le projet pourra, les premiers coups de pioche pourront être lancés vers la fin de l'année. De quoi s'agit-il en réalité? Il s'agit de bus très longs, qui ont comme un accordéon, qui permettent de transporter en une seule fois plusieurs centaines de passagers, mais sur des sites dédiés. Les bus vont rouler sur des sites qui leur sont dédiés. Okay. Et le premier, nous avons deux lignes qui sont déjà identifiées. La première ligne qui va de Carrefour de la douane jusqu'à PK14. La deuxième ligne qui va de Carrefour Ndokoti en passant par le marché Madagascar pour prendre la pénétrante Est jusqu'à Yassa. Ces deux lignes font ensemble 8 km et demi. Et nous, les simulations, les études de marché montrent que c'est une activité rentable. Et une fois que ce sera fait, nous allons revoir le réseau de la Socature pour qu'il complète ce réseau-là. Donc on aura au moins un premier élément de transport public de masse en ville de Douala et qui permettra peut-être de transporter 300, 400 000 personnes tous les jours. Mais la question des usagers reste. Quel impact sur, par exemple, les embouteillages? L'autre question, c'est la qualité du réseau, la qualité des routes sur lesquelles ces nouvelles alternatives vont évoluer. Est-ce que dans ce sens-là, il n'y a pas à s'inquiéter d'autres mesures? Non, je dois dire que, en fait, ce que nous disions quand nous parlons que ces bus roulent sur site dédié, ce sont des voies exclusivement réservées aux bus. Donc, il n'y a pas d'embouteillage sur ces voies-là. Aucun autre acteur ne pourra circuler. Nous allons mettre des dispositifs pour que celui qui veut circuler là soit empêché de circuler. Donc, c'est uniquement les bus qui circulent sur ces voies. Donc, il n'y a pas de problème d'embouteillage. C'est valable pour les bus rapide transit. Évidemment, ce sera valable de même pour le tramway qui lui circule sur des rails. D'accord. Bon, voilà un peu ce à quoi il faut s'attendre. Nous pensons que on a là des solutions, des premières solutions. Et je voudrais dire que nous ne sommes pas les premiers. Hein. Dakar est déjà en avance sur nous. Ils sont en train déjà, eux, de faire des travaux sur le bus rapide transit. D'accord. Et nous allons d'ailleurs envoyer une équipe à Dakar pour voir comment ça se fait là-bas. Je vous suggère qu'on prenne le deuxième arrêt de l'émission. En fait, c'est un autre reportage qui, cette fois-là, aborde la question du désordre urbain, de l'urbanisme et autres. On a pris un cas de figure. Nous sommes allés au niveau du marché de New Dedo. Reportage. The economic capital city of Cameroon, Douala, also considered by many as a town that never sleeps, is notorious for the disorder that breaks up all oppressive order, otherwise known as urban disorder.
Going around town, the non-respect of public order by vehicles, bike riders, illegal occupation of public spaces by individuals and traders in most markets remains a huge assignment for the city authorities to tackle. Here, at the new Daido market in the Douala 1 municipality, some traders set out their goods on broad pavements, causing movements around those premises impossible. They justify this to the fact that clients get more attracted to their goods when exposed here. When I set out my goods on my stand, clients are not forthcoming. But when it's exposed here, even from a distance, the client gets attracted. The laxity in the fight against this urban disorder in the capital city of Cameroon by the authorities is accountable for the increase in this phenomenon. However, just like many other African economic capital cities, Douala is not exempted from this oppressive order. Nonetheless, the reconstruction of modern economic city remains a permanent challenge. Monsieur le maire, le désordre urbain à Douala a plusieurs visages. Occupation de la voie publique par endroits, occupation des trottoirs sur d'autres, les constructions anarchiques, bref, une forme de fourre-tout. On se demande souvent si véritablement la ville a quand même un policier ou du moins quelqu'un qui interpelle les uns et les autres sur leurs responsabilités individuelles d'abord et qui derrière essaie de faire le travail collectif. Nous avons des policiers. Mais jusqu'à une date récente, il n'était que 400 à 450. Si vous enlevez là ceux qui font le travail administratif, vous avez sur le terrain à peu près 300, 350 qui peuvent aller sur le terrain. Pour une ville de presque 4 millions d'habitants, évidemment c'est insuffisant. Nous sommes en train de faire un effort pour que nous portions la moyenne de policiers par arrondissement à 100. C'est-à-dire avoir à peu près 600 policiers. C'est l'effort que nous sommes en train de faire, mais c'est un effort budgétaire. Et c'est un effort aussi de formation. Parce qu'on ne peut pas envoyer les policiers municipaux n'importe comment. Je rappelle que les policiers municipaux sont d'abord des agents d'administration. Ils ne sont pas armés. Ils ne sont pas armés. Ce sont des gens qui doivent, comme vous avez dit, faire un travail de sensibilisation, un travail d'éducation, mais aussi, quand c'est nécessaire, un travail de répression. Alors, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen. Donc nous devons sensibiliser les citoyens sur les risques du désordre urbain. C'est pour ça que nous avons lancé plusieurs campagnes. Nous avons lancé une campagne permanente qui est de restituer le trottoir aux piétons, en disant aux uns et aux autres que le trottoir n'est ni un marché, ni un parking pour véhicules. Le trottoir est réservé exclusivement aux piétons et vous et moi. Absolument. Dès que nous sortons de nos voitures, nous sommes des piétons. Nous avons besoin d'un espace pour pouvoir marcher, ne serait-ce que pour aller à la boutique qui est à côté. Donc ce trottoir-là doit être bien aménagé et permettre que celui qui marche ne se foule pas la cheville parce qu'il y a un trou ici, etc. C'est un travail de longue haleine. Je sais que les gens sont impatients de voir les résultats de la campagne, mais j'ai dit dès le départ que il faut du souffle. Absolument. Il faut du souffle pour ça. Nous avons commencé par certains endroits et je crois qu'il y a des progrès qui ont été enregistrés. Allez-y. Alors, quelles sont les actions menées concrètement en ce moment? Les actions menées, nous avons commencé par dégager par exemple le rond-point d'Aïdo. Ouais. Je crois que tous ceux qui circulent à Douala peuvent attester que le trafic, les embouteillages au rond-point d'Aïdo ont beaucoup diminué. Mais nous ne sommes pas encore au bout de nos peines, parce que le parking que nous avions prévu n'est pas encore aménagé. Il y a des difficultés à ce sujet-là, et nous espérons que dans les mois à venir, ce parking sera aménagé de manière à ce que les mototaxis puissent y aller et dégager complètement la chaussée. Nous avons aussi mis au rond-point d'Aïdo, nous avons fait une opération pilote qui consiste à envoyer des jeunes gens pour sensibiliser les acteurs de la route. On les a appelés les ambassadeurs de la circulation routière, pour leur dire, quand vous occupez le trottoir, vous gênez les autres. Quand vous stationnez n'importe comment, vous empêchez que ceux qui veulent aller travailler aillent travailler. Quand vous créez des embouteillages,
vous croyez que vous êtes en train de faire votre travail, mais vous empêchez aux autres de faire le leur. Donc c'est un travail de sensibilisation qui est en train d'être fait. Nous allons poursuivre ce travail, nous poursuivons déjà ce travail sur l'avenue du Général de Gaulle. À Bonanjo. À Bonanjo, jusqu'à Bonapriso. On est en train de travailler sur ça. Mais le simple fait de chasser les gens de trottoir ne suffit pas. Il faut aménager le trottoir. Parce que, comme je disais tout à l'heure, les trottoirs ne sont pas suffisamment aménagés, ou bien ils ont été dégradés par le stationnement des véhicules. Les dalles qu'on a mis sur le trottoir ont été dégradées par le poids des véhicules ou le poids des camions qui stationnent souvent là-bas. Donc, il y a ce travail qui est en train de se faire à Daido, à Avenue de Gaulle à Bonanjo. Nous avons également entrepris de le faire un peu sur le boulevard de la République, mais surtout pendant la CAN. Toutes les routes qui menaient au stade de Japoma, si vous avez bien regardé, avaient été dégagées. Les trottoirs avaient été dégagés pour aller au stade de Japoma, parce qu'il fallait laisser que ceux qui vont au stade puissent y aller en sécurité. Voilà un peu quelques actions. Il y a d'autres que je pourrais citer, mais voilà les premières actions que nous avons entreprises. Évidemment, tout autour de la place du gouvernement aussi à Bonanjo, un travail a été fait à ce niveau-là. À côté du désordre, on peut parler également du logement, toujours en termes d'aménagement de la ville. Logement qui a un aspect quand même d'embellissement aussi. Quand on regarde, quand on parcourt certains quartiers de Douala, on s'en inquiète sur la qualité du matériau utilisé, sur l'image que ces coins renvoient. Et l'autre aspect, je l'ai dit, le citoyen à Douala a du mal à avoir un logement décent. Cette problématique à la ville, à la communauté urbaine, comment est-ce que vous l'abordez? Alors, nous avons déjà entrepris de sensibiliser les uns les autres sur la nécessité d'avoir le permis de construire avant d'engager les travaux de construction. Vous pouvez me croire, ça nous vaut beaucoup de grincements de dents, beaucoup de critiques. Parfois des gens qui estiment qu'ils sont au-dessus des lois et qui commencent à construire à des endroits où ils ne doivent pas construire. Le principal problème de Douala, et vous avez bien fait de mettre ça dans le champ du désordre urbain, sont ces constructions illicites. Sans permis de construire, on construit n'importe où. Et le résultat, c'est que parfois, il y a des immeubles qui s'effondrent. Faites le tour des immeubles qui sont effondrés, vous verrez qu'aucun de ces immeubles n'avait de permis de construire. Bon, ça veut dire que nous faisons le travail. Et en réalité, depuis que nous sommes arrivés, nous avons pratiquement triplé le nombre de permis de construire que nous donnons grâce au travail de sensibilisation qui est en train d'être fait. Nous sommes encore loin du compte. Je le dis je suis désolé de pouvoir le dire ainsi, mais nous sommes encore très loin du compte parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui construisent sans permis, c'est-à-dire sans respecter les normes d'urbanisme qui vont avec le permis. Parce que le permis, ce n'est pas simplement l'architecture qu'on regarde, c'est aussi les normes. Quand vous construisez, on vous dit la maison doit avoir un recul de temps par rapport à la chaussée, suivant la hauteur de la maison que vous construisez. De l'immeuble que vous construisez, voilà le recul minimum. Ce sont ces choses-là qu'il faudrait avoir. Il faut regarder si le sol est capable de porter un immeuble de 10 étages. Alors les gens viennent, ils vous disent nous allons construire 2 étages, et quand vous faites le contrôle de conformité par la suite, parce que vous avez donné un permis de construire de 2 étages, vous vous rendez compte qu'il a fait 6 étages. Est-ce que le sol où il a fait l'immeuble de 6 étages peut supporter cet immeuble-là? Il y a la portance du sol qui fait partie des éléments que nous regardons. Or, les gens pensent que c'est une chicanerie. En réalité, c'est pour leur propre sécurité que nous le faisons. Donc, en matière d'actes d'urbanisme, nous allons continuer notre campagne de sensibilisation. Nous avons fait l'année dernière les journées d'urbanisme de Douala. Nous allons reprendre ça cette année et essayer de sensibiliser davantage les uns aux autres. Parce que ce n'est pas juste un travail de répression, il y a un travail de sensibilisation que nous devons faire. Est-ce que la ville n'envisage pas une forme d'extension? Je veux dire que vous l'avez remarqué, vous l'aviez dit tout à l'heure en termes de remarques,
le centre-ville est extrêmement saturé. Est-ce qu'on n'envisage pas peut-être construire ou alors faire des aménagements au-delà des quartiers déjà à Douala 1er, 2e, 3e et même 5e qui sont vraiment pris d'assaut par les populations, Boudjongo, Bonindale? Est-ce qu'on n'entrevoit pas peut-être à long terme des pistes comme celle-là pour permettre à la ville de se désengorger un peu, respirer? En fait, les zones d'extension de la ville, les zones qui restent, où on peut faire une extension des programmes de ce genre, c'est à Douala 3e, à Douala 5e et à Douala 4e, Boudjongo, Bonamatumbe, etc. C'est pour ça que nous faisons un effort particulier pour aller vers ces zones. Aujourd'hui, nous sommes en train de lancer un chantier routier qui permet de passer par Bonindale jusqu'à Bonamatumbe. C'est pour pouvoir désengorger cette localité et faire en sorte que des projets d'aménagement et des projets de logement, de construction de logements sociaux décents, puissent y voir le jour. Ces projets ont déjà été actés. La même chose, vous savez, à Douala 3e, les projets de logement pour lesquels Madame le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat vient régulièrement remettre des clés. Absolument. Sur ce chantier-là, la ville de Douala a reçu la promesse du ministre de l'Urbanisme qu'une dizaine de plateformes vont être cédées à la ville pour pouvoir construire les immeubles. Pour permettre aux gens de se loger, ce seront des logements sociaux. Et là, nous attendons encore de finaliser les accords avec le ministère de l'Urbanisme pour pouvoir nous lancer dans cela. Vous avez toute une zone comme village qu'il faudra sans doute restructurer un jour. C'est une zone d'insalubrité énorme. Si vous allez en Banga Pongo, c'est également la même chose. Donc vous avez encore beaucoup de zones à Douala où il faut faire de la restructuration urbaine. Au-delà de cela, Douala, évidemment, s'étend déjà en réalité sur Dibombari. Douala s'étend déjà en réalité sur Dibamba, qui sont devenus des banlieues de Douala. On ne peut pas dire autrement. Donc il y a des habitants de Douala qui vont aller habiter là-bas. La ville elle-même a acquis des espaces fonciers dans ces communes pour pouvoir faire des logements. Parce que si on veut recaser, si on veut restructurer certaines zones dans la ville, il faut que les gens qu'on enlève de ces zones-là puissent habiter quelque part en attendant. Donc voilà un peu ce que nous allons faire. Donc nous allons investir dans toutes ces zones. J'ai dit Douala 3e, Douala 4e et Douala 5e. Ce sont les principales zones de la ville qui ont encore besoin de quelque chose. Manoka, Douala 6e, est évidemment un autre cas. C'est un cas tout à fait différent où nous avons plus besoin d'une planification de développement plutôt que d'actions ponctuelles de logement et autres. D'accord. Vous l'avez cité parmi vos priorités tout à l'heure, la question des inondations. On sait qu'il y a quelques années, à travers, je crois, le programme C2D, la ville a engagé une forme de restructuration, de construction et d'aménagement de nouveaux drains. Mais manifestement, c'est comme si la solution n'est pas définitive. Aujourd'hui encore, à peine 15 minutes de pluie, qu'on rencontre que les rues de Douala, qu'on s'aperçoit que les rues de Douala ont du mal à évacuer les eaux. D'abord, quelle est la problématique précise là-dedans? Et après, quelles sont les actions néanmoins que la ville entreprend? La problématique, pour faire court, elle est très simple. La première chose, le premier problème, c'est l'insuffisance des trains. Nous avons 250 km de trains naturels. Nous avons 40 qui ont été aménagés. Donc c'est insuffisant. C'est pour ça que nous lançons là à Douala 3e et Douala 5e 8 km de trains nouveaux qui s'ajoutent aux 40 qu'on a déjà. Alors, qui vont s'ajouter aux 40 qu'on a déjà, ils ne sont pas encore construits. Mais pour vous dire, il y a d'abord une insuffisance. La deuxième chose, c'est l'entretien des trains. Parce que malheureusement, beaucoup d'habitants utilisent des trains comme des dépotoirs. Nous curons des trains une année, on n'attend même pas l'année prochaine qu'il faut que les trains soient déjà remplis. Or, le train, c'est un canal. Si vous remplissez le lit du train avec des ordures, la quantité d'eau que le train peut accueillir diminue et donc il y a des inondations. Le train est fait pour que quand il y a des eaux de pluie, ces eaux de pluie soient canalisées
et ne se déverse pas. Mais si le lit du train remonte, parce qu'il y a beaucoup de déchets, beaucoup d'ordures qui sont jetées dans le train, vous avez évidemment un lit du train qui est remonté et le train n'a plus la capacité d'accueillir autant d'eau que espéré. Voilà un peu le problème. Et puis vous avez un phénomène extraordinaire à Douala. C'est des gens qui remblaient les lits des trains pour avoir du terrain. Allez vers Mbagna, vous allez trouver des gens qui sont en train de remblayer. Et quand on les arrête, on les stoppe, ça devient tout un problème. Vous avez des interventions qui viennent de partout pour dire oui, c'est un tel, oui, c'est un tel. Non, nous n'allons pas céder à ce genre de choses. Je le dis très calmement. Nous serons fermes. Ceux qui essaient de remblayer les lits de train doivent savoir que tôt ou tard, on va casser leur maison. Il y a un train à Bonapriso où quelqu'un est en train de construire un immeuble à étage sur le train. Il croit peut-être qu'il s'en sort parce qu'il a construit l'immeuble. Ils viendront casser cet immeuble tôt ou tard. Il ne faut pas qu'il s'imagine que ça va passer. Nous venons de faire la même chose dans le train Nîmes du côté de Happy Sport à Douala 5e. Nous avons cassé des maisons qui étaient sur le train. Ça ne fait pas un mois. Donc nous sommes décidés à le faire. Malheureusement, il nous manque les moyens pour le faire partout en même temps. Donc nous allons progressivement, mais nous allons y arriver. Je crois que je peux rassurer les habitants de Douala que nous serons fermes sur cette affaire de train. Ceux qui remblaient des trains pour gagner de l'espace, pour gagner du terrain, il ne faut pas qu'ils se trompent. Nous avons le tracé initial des trains. Il suffit d'aller au cadastre. Nous avons le tracé initial des trains. Ce tracé sera restauré. Et ceux qui se seront installés sur le train, ils verront leur maison détruite. Vous parliez des ordures tout à l'heure, ça permet d'aborder la question de la salubrité urbaine. Je veux dire que le citoyen, lui, quand on lui en parle, il y a comme un match, un rejet de responsabilité. L'administration dit que les citoyens, ils ne sont pas trop respectueux des questions d'hygiène et de salubrité. Les citoyens disent on n'a pas assez de bacs à ordures, il n'y a pas d'espace où on peut effectivement nous débarrasser de nos ordures. Est-ce que vous vous sentez un peu coupable de cet appel, de ce cri, de ce rejet de la responsabilité du citoyen, dans ce sens qu'effectivement, quand on parcourt, voilà, vous prenez par exemple l'axe, nous sommes sur le boulevard de la Liberté, entre l'immeuble Kassap où nous sommes ici et le rond-point, on ne trouve pas beaucoup de bacs à ordures. C'est une image, hein, pour dire néanmoins qu'il y a un besoin qui peut-être justifie ce laisser-aller du citoyen de la ville, de la capitale économique. Oui, mais sur ce boulevard de la Liberté, il n'y a peut-être pas beaucoup de bacs à ordures apparents. Ah, mais vous n'allez pas non plus trouver beaucoup de tas d'ordures sur ce boulevard. Pourquoi? Parce que tous les jours, le partenaire de la communauté urbaine, qui est la société Isacam, en a des ordures. Nous avons, à Douala, on a une production d'à peu près 2500 tonnes d'ordures par jour. Et 80-85% de ces ordures sont enlevées. Soit par Isacam, soit par les sociétés qui font la précollecte, c'est-à-dire celles qui essaient d'aller dans des zones d'accès difficiles. Et donc, tout ça est collecté et envoyé dans les décharges. Ça fait toute une logistique extrêmement importante qui est mise en branle tous les jours. Maintenant, vous avez des endroits comme vers la douche, où les gens font en fait de l'activité commerçante. Ces endroits, le soir, vous allez trouver plein de déchets. Mais quand vous y passez aussi, le soir vers 20h, 21h, vous allez trouver des agents d'Isacam en train d'essayer de nettoyer ces endroits. Donc, les gens qui disent qu'il manque des bacs à ordures, je crois qu'il n'en manque pas beaucoup. En réalité, il y a un incivisme, parce que même quand vous mettez un bac à ordures, certains mettent les ordures par terre. Pourquoi? Parce qu'ils envoient des enfants aller verser des ordures dans des bacs qui sont des bacs d'une certaine hauteur. L'enfant ne peut pas arriver à ça. Donc quand il arrive à côté du bac, il verse par terre. Alors qu'il faut verser dans le bac. Donc nous essayons en toute telle cause de faire le nécessaire, je dois dire, parce que peut-être que les gens ne sont pas conscients, l'enlèvement des ordures coûte à la ville de Douala presque 10 milliards de francs par an. Heureusement que l'État
nous appuie, mais du budget même de la ville, de la caisse de la ville, nous avons 4 à 5 milliards que nous payons sur 10 milliards. Donc, on ne va pas nous dire que nous ne faisons pas un effort. C'est un effort colossal. Il n'y a pas une autre ville au Cameroun qui fait un effort aussi important. Et vous avez bien vu que depuis que nous sommes là, il y a eu une petite grève des gens du ZACAM, mais elle a duré moins longtemps à Douala qu'ailleurs. Parce que nous essayons de faire en sorte que tous les mois, un paiement soit fait dans les caisses de Isacam. D'accord. Abordons à présent, vous n'êtes peut-être pas forcément directement concerné, mais nous sommes à Douala, la question de la rareté de l'eau potable, notamment dans certaines zones de la ville. À Douala 2e, nous avons quelques exemples que nous essayons de retracer à travers le reportage qui suit. La simple vue de ce point de ravitaillement en eau et ses environs ferait pâlir le plus solide des estomacs. Nous sommes au quartier Kassala-Femme, c'est dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Le puits est tellement mal entretenu, juste par manque de moyens. Et pour l'eau à boire, on part au robinet quelque part, c'est d'ici 2 km. Là-bas, c'est toujours difficile de se ravitailler parce qu'il y a un seul robinet pour tout un quartier. Quand on arrive là-bas, il y a la masse. Il y a beaucoup de gens pour se ravitailler, c'est pas facile. Donc vraiment, il y a rareté d'eau et il y a manque de l'eau potable. Le précieux liquide se fait rare, les bonnes fontaines datent de Mathusalem et les populations se sont retournées vers les forages. Là aussi, il faut être patient et téméraire. Un forage pour tout un quartier. Là-bas, quand on arrive là-bas, on se met à rang. Pour puiser l'eau là-bas, il faut sortir à 4 heures avant d'avoir l'eau. Le puits ici nous sert juste à faire les travaux ménagers. Par exemple, pour laver les chaussures, et aussi même pour préparer. Hein. Parce que quand on arrive au robinet, là, au forage, là, quand il y a la masse, quand il y a beaucoup de gens, et parfois même il y a coupure d'eau. On fait même 2 jours sans eau. On est obligé de les préparer avec l'eau du puits. Et c'est pas évident. Voilà qui ouvre donc la voie aux maladies hydriques. Certains, pour contourner cela, disent ne faire confiance qu'à l'eau distribuée par la société en charge de cette denrée. Je n'aime pas acheter l'eau en route. Oui. C'est pour ça que je puise l'eau de robinet. Oui. Est-ce que tu n'as pas peur que ça délicat? Je n'ai pas peur de l'eau du robinet. Parce que c'est une eau qui est surveillée. Ça, c'est l'eau du forage. Parce que ce n'est pas l'eau du forage que n'importe qui creuse l'eau du forage dans le marécage, les gens qui vendent aux gens disent que c'est clair. C'est clair, mais ce n'est pas contrôlé. Il y a des microbes dans l'eau du forage. Ici, là, j'ai quand même une garantie sur l'eau de la fontaine. Garantie sur la qualité, peut-être, mais peut-on avoir la garantie sur sa disponibilité de façon permanente? Là réside toute la problématique. Monsieur le maire, certaines populations de Douala ont soif. C'est évident, bien que Douala soit une ville d'eau. Absolument. Oui, je crois qu'on a un vrai problème d'eau ici. La ville a prévu un programme de 300 puits. D'accord. Je sais que les communes d'arrondissement travaillent d'arrache-pied également pour creuser des puits, mais ce n'est pas suffisant. Et comme m'a dit le monsieur, l'eau de puits n'est pas une eau nécessairement bonne pour la consommation. Il faut la traiter. Absolument. Il ne faut pas que les gens la consomment comme ça. Même l'eau de forage, il faut faire une analyse pour voir si elle est potable. Donc la problématique est une problématique d'investissement. Et nous, malheureusement, l'État a choisi un modèle d'investissement qui fait que c'est la société Kamwata qui fait tous les investissements. Les collectivités territoriales auraient peut-être pu être actives dans ce domaine-là. Je peux en parler parce que j'ai été dans le passé chargé de la privatisation de la SNEC à un moment. Et lorsque nous parlions de cela, avec le directeur général Boufégué, nous avions réfléchi éventuellement à la décentralisation de l'approvisionnement en eau potable. Je crois qu'il faut peut-être qu'on réfléchisse à ça et laisser les communes et les régions
développer des solutions alternatives, quitte à ce que Kamwata apporte l'expertise technique pour vérifier que l'eau qui est produite est une eau potable. Mais si on concentre tout sur un seul opérateur, sur tout le pays, je crois qu'on a encore du temps avant d'arriver à donner de l'eau à tout le monde. Pas seulement à Douala, mais si vous allez dans l'extrême nord, les gens ont encore peut-être plus soif qu'à Douala. Absolument. Alors, vous parlez peut-être de forage et des puits sous la responsabilité des communes d'arrondissement. Il y avait également cette politique, nous, quand on était jeunes, on a connu des bornes fontaines. Tout à fait. On n'en trouve plus beaucoup à Douala. Tout à fait. C'est un phénomène qui disparaît, on dirait. Parce qu'en réalité, d'abord la population de Douala a été sans doute multipliée par 10 entre votre jeunesse et maintenant. La population de Douala a dû multiplier par 10. Absolument. Au moment où Douala avait 50 000 habitants ou 100 000 habitants, on pouvait faire ces bornes fontaines-là. Aujourd'hui, vous avez des milliers de gens, des centaines de milliers de gens qui n'ont pas d'eau. Donc, la bonne fontaine, c'est de l'eau qui est produite aujourd'hui par Kamwata. Il faut bien que quelqu'un paye cette eau-là. Donc, et il faut en plus entretenir ces bonnes fontaines. Parce que malheureusement, ici aussi, le vandalisme est très présent. Nous sommes prêts à revenir sur les bonnes fontaines là où c'est possible, mais il va falloir en réalité mettre en place une brigade de sécurisation des bonnes fontaines. D'abord parce qu'il ne faut pas que les laveurs de voitures utilisent les bonnes fontaines pour laver les voitures. C'est de l'eau qui est destinée aux populations. Il ne faut pas que des gens viennent s'approvisionner gratuitement pour faire du commerce, etc. etc. Voilà, ce sont ces dispositions qu'il faut prendre. Mais je crois que la vraie solution serait aussi de faire en sorte que les différentes opportunités d'approvisionnement en eau potable qui peuvent exister, qu'on les utilise. Il y a des projets, par exemple, de potabilisation de l'eau. Vous pouvez prendre de l'eau, même qui est dans un état pas très alléchant. Avec un traitement adéquat, on peut le faire. Les villes peuvent le faire. Les régions peuvent le faire. Mais qu'est-ce qui vous en empêche? On n'a pas. C'est pas une activité qui a été confiée aux communes. D'accord. Et elle n'a pas été confiée aux régions. Je crois que c'est l'État qui a décidé de faire en sorte que son activité centralisée. Et nous comprenons cela. Ce n'est pas une critique vis-à-vis de l'État. Il fallait bien qu'à un moment, on essaie de rationaliser les actions dans ce domaine. Mais je vous rappelle que, par exemple, dans certaines régions du nord et sud-ouest, la production d'eau, je le sais par exemple à Kumba, la production d'eau était du ressort de la ville. Absolument. Malheureusement, cette production a été ensuite intégrée dans le réseau de Kamwata. Et aujourd'hui, Kumba a aussi soif que Douala. Absolument. Cela dit, on va peut-être évoquer à présent la fête nationale, avec des préparatifs qui s'accélèrent, tout au moins ici dans la région du littoral, où le gouverneur a rencontré les acteurs de cette cérémonie, cet événement, en fait, qui cette année, vous le savez certainement, après la pandémie de la Covid, va retrouver quelques couleurs avec les différents défilés. Reportage. Après 2 ans de suspension due à la pandémie du coronavirus, la célébration de la fête nationale cette année au Cameroun sera marquée par le retour des manifestations solennelles dans l'ensemble du territoire national. Dans le littoral, le gouverneur a présidé ce 21 avril à Douala la toute première réunion préparatoire de cet événement. Nous voulons dire que à la suite de l'instruction présidentielle de pouvoir renouer avec le défilé du 20 mai, nous avons tenu la première réunion ce jour au niveau de la région du littoral avec toutes les forces vives. Et nous tenons à dire que c'est déjà un des premiers résultats encourageants car la lutte contre la Covid-19 a des fruits palpables et c'est pour cela que le chef d'État a permis que nous puissions ainsi organiser les défilés dans nos secteurs respectifs. Contrairement aux 48e et 49e éditions, la 50e fête nationale célébrée le 20 mai prochain prévoit le retour du défilé militaire et civil. La traditionnelle réception en soirée qui y suit est quant à elle suspendue, conformément aux instructions de la présidence de la République.
À vivre la fête nationale de 2022, mais monsieur le maire de la ville, l'une des questions, c'est Douala se balader en nocturne par endroits, c'est pas toujours rassurant, parce que pas forcément éclairé, donc rassurant également sur les questions sécuritaires. La ville aujourd'hui, vous dites, s'agissant de l'éclairage public, on peut certainement faire mieux, mais quelles sont les actions que vous menez et quels sont les mots qu'on peut dire à la population pour se rassurer quand même que Douala également, c'est une ville qu'on peut parcourir de nuit? Oui, d'abord par rapport à la préparation de la fête du 20 mai, Douala prendra toute sa part. Vous savez Absolument. Que la communauté urbaine apporte un appui à l'organisation du défilé. Nous le ferons encore cette année. Pour ce qui concerne l'illumination de la ville, notamment l'éclairage public, je vous disais au début que nous avions à peu près 115 000 poteaux électriques, ce qu'on appelle les points lumineux à Douala. Et sur ces 75 000, nous avons à peu près 80% qui sont fonctionnels. Quel est le problème? Le problème, d'abord, c'est le vandalisme, encore. La plupart de ces points, beaucoup de ces points lumineux sont dégradés par des accidents, par des gens qui viennent enlever les boîtiers et qui font que dès que nous intervenons, quelque temps après, la zone tombe dans le noir. Je prends un exemple très clair, très simple. Prenez l'axe qui va du marché des fleurs vers l'aéroport, au niveau du tunnel. Nous sommes déjà intervenus plusieurs fois. Mais dès que nous intervenons, vous avez des câbles qui sont même carrément déterrés par des gens, comme s'ils ne voulaient pas qu'à cet endroit, il y ait la lumière. Parce que certainement, c'est un endroit où il est facile de faire des agressions la nuit. Donc, nous essayons de combattre cela. Prenez même le pont sur le Vouri. Vous savez qu'il y a des câbles qui ont été volés sur le pont. Nous avons dû intervenir pour maintenant mettre des câbles aériens. Mais les câbles souterrains ont été volés sur le nouveau pont du Vouri. Donc, c'est un travail, nous sommes obligés de revenir tout le temps dessus. La deuxième chose que je vous dirais, au-delà du nombre de points lumineux, parce que d'abord, peut-être que les points lumineux ne sont pas suffisants partout, même si nous sommes à 75-80 000, peut-être qu'il en faudrait beaucoup plus. La deuxième chose, comme je disais, c'est le vandalisme. La troisième, il faut que les habitants prennent l'habitude aussi de signaler les défections. Un point lumineux, c'est une ampoule. L'ampoule peut griller. Il faut signaler que l'ampoule a grillé. Si vous ne signalez pas, la ville finira par le savoir, mais après combien de temps? Après peut-être une semaine ou 10 jours. Alors que si vous le signalez, la ville le saura rapidement et prendra des dispositions pour remplacer ces ampoules. Nous avons des stocks d'ampoules qui permettent à la ville d'intervenir. Donc, je crois qu'il y a une veille citoyenne qui doit être faite. Déjà pour protéger les poteaux. Quand vous voyez quelqu'un en train de détériorer le poteau électrique, il faut le signaler. Parce qu'un point lumineux comme celui-là coûte très cher. Et accessoirement, je vous dirais que nous dépensons tous les mois pour l'éclairage public de la ville pratiquement 600 millions de francs. Que la ville paye tous les mois. Et pour vous dire que c'est même encore insuffisant, parce que peut-être qu'il faudrait porter le nombre de points lumineux à 150 000 ou à 200 000. Nous n'en sommes qu'à 75 000. Donc, voilà un peu. Et l'effort que nous avons fait depuis le début de l'année a été de changer les ampoules. Nous sommes passés aux lampes LED qui donnent plus de lumière mais consomment moins d'énergie. Si vous voyez ici le boulevard de la Liberté, vous allez voir que la plupart des ampoules sont déjà des lampes LED aujourd'hui. C'est un éclairage tout blanc, mais qui donne plus de lumière la nuit. Voilà les efforts qui sont en train d'être faits. Ils vont lentement, j'en suis conscient.
Ils vont trop lentement, peut-être pour certains, mais nous le faisons progressivement et nous souhaitons que la population nous accompagne pour préserver ce patrimoine. Les poteaux électriques font partie du patrimoine urbain. Il ne faut pas laisser les gens les détériorer et prendre des parties de ce poteau pour aller les mettre chez eux, etc. D'accord. On en parlait tout à l'heure, mais je souhaiterais qu'on revienne en 2 ou 3 mots là-dessus, sur la question de la police urbaine, notamment en termes de compétences. On a pu voir qu'entre les mairies d'arrondissement, la mairie de la ville, je prends des exemples, juste un jeu d'image, vous vous garez, vous prenez un sabot, vous le faites enlever en payant la contravention. 5 ou 10 minutes après, une autre unité de la police municipale arrive, vous savez pas si c'est la mairie de la première. Est-ce qu'il y a un problème de conflit de compétences entre toutes ces... On voit qu'il y en a à Douala première, je crois qu'il n'y a que Douala deuxième et Douala troisième ou quatrième qui n'en ont pas. Mais je veux dire, en termes de responsabilité, comment ça se passe? Et est-ce que vous n'avez pas le sentiment, vous, parce que les automobilistes, les usagers, pour certains ont ce sentiment-là, qu'il y a comme une forme d'abus, une forme d'autorité qui n'est pas forcément pour regaillardir l'image de la ville que vous incarnez? Alors, disons que les polices municipales, il y en a à Douala première, Douala première a une police. D'accord. Douala troisième aussi a une police, peut-être même plus nombreuse. Douala cinquième a aussi une police. Il y a un problème effectivement de coordination. C'est pour ça que j'ai demandé au directeur de la police municipale de faire une plateforme de coordination avec toutes les polices d'arrondissement. Le maire de la ville ne peut pas dire il faut libérer le trottoir et quand vous arrivez dans un arrondissement, on vous dit vous avez garé sur le trottoir, vous avez garé sur la chaussée, il faut garer sur le trottoir. L'usager ne sait plus exactement quelle est l'attitude à avoir et on ne peut pas attendre, on ne peut pas infliger ce genre de désarroi aux usagers. Donc nous devons coordonner nos actions. C'est à l'administration de veiller à ce que le message qui est délivré aux usagers soit un message cohérent. Et là, malheureusement, il y a encore un effort à faire dans ce domaine, je le reconnais. Et il y a une plateforme de concertation qui existe entre la ville, entre le maire de la ville et les maires d'arrondissement. Cette plateforme-là est maintenant prolongée par une plateforme technique au niveau de la police, au niveau des différentes polices. Et les réunions se tiennent pour coordonner un peu ces actions. D'accord. Je vous invite à nouveau à partir vers la régie pour prendre la route de Yaoundé, l'école nationale d'administration et de magistrature. Là-bas, des étudiants, des apprenants en fin de parcours ont simulé pour présenter leur diplôme des séquences en termes d'examen. Je vous prie de suivre ce reportage. Des procès cas d'école pour apprécier les performances de la relève au pied du mur. Une vingtaine de candidats à l'œuvre devant des juristes expérimentés venus de la Cour suprême. L'exercice est clair. Chacun examine un dossier sous forme de simulation de procès en tenant compte des critères d'évaluation, globalement qui reposent sur la maîtrise de la langue, le poids des arguments, la connaissance juridique et culturelle, la préparation de l'audience, entre autres. C'est l'exercice final avant de se rendre dans les vrais tribunaux. Il faut donc montrer patte blanche pour tirer son épingle du jeu dans son domaine de compétences. Juge, greffier, représentants du ministère public, avocats ont croisé le verbe, les articles, les lois et autres conventions pendant une demi-journée de dur labeur. Ils ont soulevé certaines remarques importantes. On a noté, en futur, quand on sera sur le terrain, on ne va pas répéter cette erreur. Ce barreau de l'éloquence judiciaire rentre en effet dans le cadre de la formation des juristes presque prêts à l'emploi à l'École nationale d'administration et de magistrature. Le but de cet exercice, c'est de préparer les élèves, les auditeurs de justice, à se départir de la frousse lors de leur première audience. Parce qu'à l'occasion de cette première audience, ils peuvent avoir affronté de redoutables avocats. Ils doivent prendre la parole en public, ce qui n'est pas toujours aisé. Également, pour ceux qui jouent le rôle de juge, il s'agit d'avoir la maîtrise de l'audience, la police d'audience. En quelque sorte, c'est un exercice de dernier réglage avant qu'on ne mette les auditeurs de justice à la disposition du ministère de la Justice.
Il faut noter que cette 6e édition se tient 2 ans après une interruption du concours due à la pandémie du coronavirus. La ville de Douala va accueillir à la fin du mois de mai, notamment entre le 24 et le 28, le Forum économique de Douala, Monsieur le maire. D'abord, qu'est-ce que ça apporte à la ville? Quels en sont les points positifs? Que peut-on entendre? Douala est une ville d'affaires. Vous savez que Douala accueille déjà, organisé par l'Agence pour les investissements, Douala accueille le Cameroun Investment Forum de 2 ans, qui est une réunion de des investisseurs venus d'ici et là, parfois l'étranger. Le Forum économique de Douala est un forum, est une autre forme de participation des hommes d'affaires à la réflexion sur l'attractivité de la ville. Ici, nous voulons voir avec les opérateurs économiques qu'est-ce qu'on peut faire pour que Douala soit encore plus attractive. Douala attire plus d'investisseurs, Douala attire plus de gens capables de créer des emplois, parce que nous avons un problème d'emploi, surtout l'emploi des jeunes. D'accord. Et si nous voulons apporter une solution à ce problème, c'est à travers l'investissement. Ce n'est pas seulement l'investissement de la ville. La ville a évidemment des routes à créer, etc. Mais il y a des investissements de production. Il y a des opportunités que les hommes d'affaires peuvent essayer d'engranger pour pouvoir produire plus. Ce n'est pas seulement du ciment, ça peut être du maïs, ça peut être du blé, ça peut être beaucoup de choses qui peuvent être produites et qui peuvent être transformées à Douala. Douala a une vocation de ville industrielle et nous souhaitons que ce forum économique soit l'opportunité pour ancrer davantage Douala dans la stratégie nationale de développement qui doit faire en sorte que le poids de Douala en tant que place industrielle soit encore plus important. Donc, le forum économique de Douala est un lieu de discussion et d'échange. Ce n'est pas une foire. D'accord. C'est un lieu de discussion et d'échange sur les problématiques qui permettent d'améliorer l'attractivité économique de la ville de Douala. Et quels sont les points essentiels qu'on attend peut-être de l'échange qu'il y aura entre la ville et les opérateurs privés? Entre la ville et les opérateurs privés, ça peut être par exemple les questions de parking des camions. On en a parlé tout à l'heure. Ça peut paraître anodin, mais le fait que les camions puissent être parqués à des endroits convenables est un élément d'attractivité de la ville. Ça peut être des problèmes d'investissement immobilier. Nous voulons par exemple que à Bonandio, on ait une cité internationale des affaires, que Bonandio grandisse en hauteur. Si vous voyez aujourd'hui, il y a déjà beaucoup d'immeubles qui sont en construction à Bonandio. Nous voulons encore plus en faire le centre financier de Douala et de l'Afrique centrale et faire en sorte le centre où les banques, les assurances, les fonds d'investissement peuvent se retrouver pour travailler. Donc, mais si vous voulez construire à Bonandio, il faut évidemment que les gens investissent. Ce n'est pas la ville qui va le faire, ce n'est pas l'État qui va le faire, ce sont des privés. Il faut donc que ces privés viennent. Et nous sommes, en train de voir notamment la question de l'assiette foncière. Parce qu'il faut faciliter l'investissement et la ville peut peut-être, avec l'État, jouer ce rôle de facilitation. Voilà un peu ce que la ville peut faire. Non seulement améliorer le réseau routier pour que ça circule mieux, mais peut faciliter l'investissement pour ceux qui veulent, par exemple, créer, construire des immeubles à 5, 10, 15 étages, etc. D'accord. La rentrée scolaire pour le 3e trimestre, c'est ce lundi 25 avril 2022. Mais avant cette semaine, déjà au niveau du ministère de l'Éducation de base à Yaoundé, l'UNICEF a lancé une forme de concours. Un concours pour récompenser les établissements les plus propres. Suivez ce reportage. D'abord le coronavirus depuis 2020, aujourd'hui les grèves à répétition, mais aussi et surtout la recrudescence des violences fragilisent le milieu scolaire. La situation préoccupe le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Lorsque Ali, Georges se lève, ou Fanta, dans l'extrême nord, dans le centre, avec son petit sac, ils ne doivent pas avoir peur d'aller à l'école. Ils vont à l'école parce que l'école est attractive, attrayante. Il n'y a pas de violence en milieu scolaire.
Il faut toiletter les campus scolaires au Cameroun, pense l'organisme onusien. Le concours national baptisé École propre pour tous, ici lancé en partenariat avec le gouvernement camerounais, ambitionne prioritairement éradiquer les déviances qui mettent l'école en péril, particulièrement l'éducation des enfants. L'éducation est un droit. Ça veut dire que tous les enfants camerounais doivent aller à l'école dans ces conditions-là. Est-ce que l'objectif, mesdames et messieurs, c'est d'avoir 10 écoles propres, sans école? C'est toutes les écoles. On va aller étape par étape. Nous devons faire en sorte que les enfants deviennent acteurs des propres processus de transformation au sein des écoles. Cette initiative sera en outre meublée par de nombreuses campagnes de sensibilisation et autres causeries éducatives avec tous les acteurs pour une école saine, sécurisée et propre dans les 10 régions. D'évoquer les questions de la ville et sous forme de rétrospective, certainement à votre niveau, vous les avez reparcourus et vous vous dites la tâche est immense, insurmontable. Peut-être que les objectifs seront atteints à long terme seulement. Vous êtes un maire confiant, serein, au regard de l'ampleur de ce qu'il y a à abattre comme travail. Je dirais que je suis confiant. D'accord. Je suis confiant dans la capacité des habitants de cette ville à adopter des comportements qui feront que nous puissions tous vivre mieux ensemble. Parce que l'objectif, c'est d'améliorer le cadre de vie des populations. Et je crois que nous pouvons y arriver. Douala qu'on a connu, c'était une ville où on pouvait flâner tranquillement. C'est une ville où on pouvait se balader au bord de l'eau, etc. Donc nous pouvons y arriver. Mais la tâche est immense. Parce que Douala souffre d'une insuffisance d'investissement. On n'investit pas suffisamment à Douala. Que ce soit au niveau des pouvoirs, des administrations publiques, ils ont des pouvoirs publics, que ce soit aujourd'hui encore, même au niveau du privé, Douala a besoin de beaucoup plus d'investissement. Et c'est pour ça que nous nous battons pour faire la tournée des entreprises, pour regarder avec les entreprises quels sont leurs programmes, leurs perspectives, leurs plans d'investissement dans les mois et les années à venir. Et je suis confiant parce que au terme de quelques entreprises que nous avons visitées, nous voyons des gens qui ont confiance en l'avenir et qui développent des plans d'investissement. Donc, Douala me paraît être une ville qui a de l'avenir. Et on venait de voir un reportage sur les écoles propres. Je dois dire que, par exemple, à Douala, ça fait 1 an où, de concert avec les communes d'arrondissement, nous avons le concours de l'école la plus propre à Douala. La ville s'y est mise, et avec les communes d'arrondissement, nous avons mis les moyens et nous apportons un appui aux écoles primaires, secondaires, pour que dans chaque école, il y ait des bacs. Dans chaque école, on fasse des coups de pinceau. Je sais que les communes d'arrondissement mettent les moyens pour notamment peindre les murs, etc. Nous-mêmes, nous faisons des pavés. Par exemple, au lycée de Mambanda, nous avons mis des pavés sur la cour, et ainsi de suite. Donc, il y a un travail qui est fait, mais ce travail ne peut être fait qu'avec le concours de tous. Il faut que les gens cessent de croire qu'il y a d'un côté l'administration ou l'État, et il y a de l'autre côté les citoyens. La ville ne peut se développer qu'avec le concours de tous. Et je le répète, si nous nous mettons, si nous changeons un peu les mentalités, je crois qu'il fera bon vivre pour nous tous à Douala. Et je suis confiant. On parle de rentrée scolaire, mais très vite également, elle ne durera que 3 semaines à 4. Donc d'ici le début du mois de juin, les enfants seront en vacances. Mais l'autre problématique, justement, de l'occupation des jeunes pendant ces vacances, ce sont les aires de loisirs. On n'en trouve pas beaucoup. Hein. À Douala, on n'en trouve même presque pas. Je veux dire, très peu sur les aspects publics. Beaucoup d'établissements privés ont certes des aires de jeu et tout. Mais je veux dire qu'en termes de... Quelle est la politique de la ville sur cette question-là? La ville a une double politique, je dirais. D'abord, il s'agit de voir comment nous pouvons capitaliser les investissements importants que l'État a fait à travers les stades
de Japoma et de Bepanda. Je dois dire que Japoma n'est pas simplement le stade de football. Vous savez qu'il y a une piscine olympique. Vous savez qu'il y a d'autres installations qui sont à côté. Vous savez qu'il y a un parking géant qui peut servir. Nous sommes en train de travailler avec l'État, notamment pour que ces installations puissent servir à la jeunesse. Ça, c'est le premier élément. Un deuxième élément, c'est de créer partout où c'est possible, des équipements sportifs de proximité. Si vous allez sur le prolongement du boulevard de la République en allant vers Aquanord, vous allez voir sur votre gauche des équipements en construction. Ce sont des centres où les jeunes pourront venir faire du sport, faire des soirées de lecture, etc., etc. Tout ça est prévu. Le problème, c'est l'assiette foncière. Je dis, si vous avez ici à Douala un endroit à 200, 300 mètres carrés, donnez-nous à la ville, nous allons construire immédiatement un centre qui puisse permettre aux jeunes de s'occuper. Maintenant, les emplois jeunes, ça c'est autre chose. Ça aussi c'est les emplois de vacances, les jobs de vacances comme on dit régulièrement. On a été obligé de les arrêter parce qu'il y avait le Covid. On ne pouvait pas raisonnablement engager des jeunes à aller faire des travaux de ce genre alors que la pandémie du Covid était à nos portes. Mais nous allons reprendre cela. Nous avons déjà des programmes différents qui sont mis en place et nous souhaitons surtout que les jeunes que nous prenons sortent de là avec un métier. Il ne s'agit pas seulement d'aller curer les caniveaux et puis on gagne 50 ou 100 000 francs et puis c'est fini. D'accord. Notre objectif est que ces jeunes qui sortent de là, ceux qui veulent poursuivre les études, aient quelque chose pour poursuivre les études, mais ceux qui ne peuvent pas, qu'ils aient appris quelque chose qui puisse leur permettre d'avoir un métier. Voilà un peu la nouvelle option de la ville. Monsieur le maire, on va peut-être ressortir par là. Je voudrais vous prendre par une décision récente sur la question de la suspension du président de la commission de passation interne de marché à la communauté urbaine de Douala. Que s'est-il passé? Non, il s'est passé simplement qu'il y a eu quelques dysfonctionnements de cette commission qui ont été portés à l'attention de l'autorité des marchés. Et là, il y a une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. D'accord. Et nous avons pris une décision que nous allons essayer qui a suscité, évidemment, j'ai vu les réactions que la décision a suscité. Mais c'est un problème qui va être réglé avec le ministre des Marchés publics. D'accord. Je ne crois pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter. Mais ce que je dis simplement, c'est que la commission des marchés est une commission placée auprès du maire. D'accord. Auprès du maître d'ouvrage. Et le maire a des objectifs. Si dans le fonctionnement de la commission des marchés, j'aboutis à la conclusion que beaucoup d'entreprises choisies par cette commission ne terminent pas les marchés, je suis obligé à un moment ou autre de prendre mes responsabilités. D'accord. Et c'est ce que je fais. Ça, c'est une responsabilité politique du maire de la ville qui a un programme sur lequel il a été élu. Si j'engage des marchés, si j'engage des travaux, il faut que les entreprises qui sont choisies soient des entreprises capables de faire ces travaux. Voilà, est-il facile d'être maire d'une ville comme Douala? J'ai envie de vous demander quel est le quotidien du maire de la ville. Quand vous revenez le matin, comment est-ce que, pour essayer d'évaluer peut-être, qui c'est le volume de la tâche, de préoccupations, le quotidien du décideur que vous êtes? Non, la tâche est immense. Il y a évidemment tout un volet de coordination avec les autorités administratives. D'accord. Qui prend, et puis qui est aussi un volet un peu protocolaire, qui prend bien 40% du temps du maire. Il y a maintenant la coordination des services qui est extrêmement prenante. Et puis, le troisième volet, c'est l'accueil des usagers. Le maire de la ville de Douala que je suis, j'ai décidé que je reçois tous ceux qui veulent me voir. La seule contrainte que j'ai, c'est mon emploi du temps. Mais tous ceux qui veulent me voir, qu'ils soient grands, petits, autres, ils seront reçus. Et donc, ça me crée une contrainte forte. Ce qui fait que parfois, jusqu'à 23 heures, je suis encore en train de recevoir des gens. Ceux qui ont la
patience d'attendre jusqu'à ce moment-là. Je suis obligé de recevoir parce que c'est une attitude que le maire de la ville a voulu avoir, à savoir que l'hôtel de ville, c'est l'hôtel des citoyens de la ville. Tout le monde y a accès. D'ailleurs, vous savez, j'ai reçu les Benskin là-bas. Ils étaient très contents. Ils m'ont dit que c'est la première fois qu'ils entraient à l'hôtel de ville. Et je leur ai dit, mais c'est votre hôtel. C'est l'hôtel de votre ville. Vous avez droit d'entrer ici comme n'importe quel citoyen. Justement, parlant de l'hôtel de ville, nous sommes en sortie d'émission, on peut se permettre d'autres petits sujets. Comme cela, on l'a vu qu'il est en réflexion depuis, mais on se demande, ça s'éternise les travaux. Quand est-ce qu'il vous sera définitivement livré? On a pu également voir que, et c'est peut-être la conséquence de cela, les services sont un peu dispatchés dans la ville. Est-ce qu'il y a un projet de recentrage des services de l'hôtel de ville et tout le reste? Alors, l'hôtel de ville souffre de ce que je disais tout à l'heure. L'opérateur, le prestataire de travaux qui a été choisi est défaillant. Ça fait que depuis 3-4 ans, les travaux avancent très peu. Cet opérateur, cette entreprise avait d'ailleurs 2 chantiers. Celui de l'hôtel de ville lui-même et celui des services techniques qui est à la voirie. Nous avons dû annuler le contrat service technique à la voirie parce que le chantier était bloqué depuis des années. C'est le même opérateur. Comment il a été choisi? Je n'en sais rien. Comment se fait-il qu'on prenne quelqu'un qui a peut-être un savoir-faire en tout état de cause, qui n'a pas les capacités financières, et on lui confie un marché aussi important. Et résultat, depuis que les travaux ont commencé, depuis 4 ans, on traîne. J'ai envoyé des mises en demeure à cet opérateur, mais ça avance très lentement. Et je risque, en réalité, de suspendre également le contrat de travaux à l'hôtel de ville. D'accord. Simplement, la suspension de ce contrat obéit à des procédures très longues qui nous retardent. Donc, cela entraîne évidemment la dispersion des services. Le fait qu'une aile de l'hôtel de ville soit immobilisée depuis 3-4 ans. Toute une aile est immobilisée. Nous avons récemment procédé au regroupement des services dans un seul bâtiment, pas très loin de l'hôtel de ville, un bâtiment que nous avons dû louer, pour éviter précisément cette dispersion-là. Réduire un peu la dispersion, mais même là, nous sommes encore un peu à l'étroit. Nous espérons que l'immeuble des services techniques, qui est un immeuble à 8 étages, qui est en construction vers ce qu'on appelle la voirie à Bonanjo, cet immeuble-là pourra être terminé d'ici 2 ans. Nous avons confié les travaux à une nouvelle entreprise et nous avons reçu pour cela l'appui du ministère des Marchés publics qui nous a autorisé à faire un gré à gré avec cet entrepreneur-là. Nous espérons pouvoir y arriver. Monsieur le maire, je voudrais vous dire sincèrement merci d'être venu dans nos studios pour évidemment éclairer la lanterne de nos téléspectateurs, des Camerounais et des Africains, sur ce qui se fait dans la ville de Douala. C'est moi qui vous remercie pour cet entretien. Je crois qu'il est utile que de temps à autre le maire vienne expliquer en fait ce qui se passe. Évidemment qu'on vous sollicitera et Dieu merci, vous êtes assez disponible chaque fois qu'on a eu besoin de vous. Merci à vous également, madame, messieurs à la maison qui avez regardé ce programme. Demain, c'est lundi d'avance. Bon début de semaine, mais surtout bonne rentrée scolaire à ceux-là qui retournent à l'école. Bonsoir.